Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Le Pont. Webinaire aujourd'hui dédié à deux thématiques. Une thématique que vous connaissez bien, que nous traitons régulièrement, la thématique data analysis, mais également la thématique startup, qui est une thématique d'actualité. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, si vous rêvez d'intégrer une startup, c'est de découvrir comment intégrer ce type de structure grâce à nos intervenants. Et je vous propose d'ores et déjà de faire connaissance avec eux. Et juste avant, un petit rappel pour vous dire que bien sûr, si vous souhaitez participer et interagir avec nos intervenants, surtout n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est accessible depuis la bulle en haut de votre écran. Vous cliquez dessus et vous posez votre question directement dans le chat et nous relayerons à nos intervenants vos questions et vos commentaires. Je vous propose tout de suite de démarrer avec ce webinaire et donc de faire connaissance avec nos deux experts du jour. Donc, nous avons la chance, et je vais les laisser se présenter, nous avons la chance d'accueillir Anne-Sophie Delage, qui est Head of Talent chez Brega. Donc, Anne-Sophie, je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Anne-Sophie, je suis Head of Talent chez Brega. Brega est un fonds de venture capital. C'est un fonds d'investissement qui investit dans des startups. Aujourd'hui, on a investi dans 70 startups en France et en Europe, dans la tech. Et moi, je m'occupe particulièrement d'accompagner toutes ces startups du portefeuille à recruter et à développer les projets RH pour qu'elles puissent grandir et croître. Donc, Anne-Sophie, à nous éclairer, vous donnera des conseils tout au long de ce webinaire sur des tips comment intégrer le type de structure classique de structure, elle connaît bien. Nous avons également aujourd'hui Eric Campanini, cofondateur et associé Le Pont. Bonjour, donc Eric, ravi de pouvoir partager cette expérience-là. Moi, j'ai commencé dans une start-up dans le domaine de la data. J'ai une quinzaine, ensuite on est monté à 30, on est monté à 200. J'ai vécu ces différentes étapes-là. Et ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil, naturellement, à beaucoup travaillé en start-up. J'ai travaillé aussi dans le secteur de l'immobilier, dans lequel on voit qu'il y a beaucoup de start-up dans le domaine, et cofondé effectivement Le Pont, qui est le leader, je reviendrai tout à l'heure, de l'éducation dans la data et l'IA. Très heureux de pouvoir avancer sur cette thématique. Alors Eric, peut-être nous présenter en quelques mots Le Pont pour ceux qui... Oui, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est on est leader de la data, de l'éducation dans la data et l'intelligence artificielle. Donc on a un métier qui est l'éducation et on a une spécialité qui est vraiment data et intelligence artificielle. On est membre effectivement du réseau, c'est parfaitement bien, de la French Tech, qui est aussi une manière pour nous d'être actifs dans ce domaine-là, convaincus que, comme on va le voir avec Sophie, développer des compétences dans la data et l'intelligence artificielle reste un très très bon moyen de rentrer, comme vous le souhaitez manifestement, dans une startup. Si je peux montrer le slide suivant pour quelques chiffres, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on a formé plus de 100 000 personnes, accompagné plus de 150 clients dans le monde. On met beaucoup d'emphase sur l'accompagnement pour développer des compétences techniques, mais aussi des compétences qu'on appelle humaines, soft skills. C'est un point extrêmement important sur lequel Anne-Sophie aura l'occasion de revenir. Et on a ce parcours data analyst que je décrirai un peu plus tard, qui permet vraiment de changer de vie, si vous en avez envie, pour rejoindre la boîte de droit. Merci Eric. Et donc, sans plus tarder, Anne-Sophie, je vous redonne la parole pour que vous nous reparliez de ce fameux environnement startup et nous présenter peut-être Brega en quelques mots. Oui, merci beaucoup. Alors, Brega, donc là, on a à l'écran quelques startups qui s'affichent. Nous, on investit dans des startups, encore une fois, tech et digital, du moment qu'il y a une innovation de rupture ou une innovation d'usage. Et donc, c'est aussi bien dans des secteurs B2B, B2C, des plateformes, la robotique, l'ordinateur quantique, l'assurance, la fintech, etc. Donc, vraiment très, très diversifié. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai recruté avec une équipe de 2 personnes, plus de 120 personnes pour nos startups, pour 70 de nos startups. Elles ont créé 1000 postes, elles, toutes, l'année dernière. Et ça représente 10 entretiens par semaine avec des talents, du coup, dédiés au métier de la tech. Ouais, tu t'ennuies pas. Non, donc on s'ennuie pas. Gros, effectivement, il y a un momentum
fort dans l'univers des startups. Il y a énormément de création de postes. C'est un univers qui aujourd'hui a entre guillemets du mal à recruter parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers. Et on est très content que des organismes de formation et des structures comme Le Pont puissent accompagner à la formation sur ces métiers pour pouvoir encore plus accélérer la croissance de ces startups, le développement et le développement des compétences. Alors, quelques éléments, effectivement, 3 éléments, si on peut aller sur le slide juste après, pour rentrer en startup, pour travailler en startup. Alors, pour moi, ces 3 éléments-là, c'est à la fois un état d'esprit, des soft skills, à la fois un conseil de ce que il faut démontrer, de ce que vous pourriez montrer lors des entretiens, et aussi ce que vous allez y trouver dans les startups. Donc, c'est à la fois ces 3 choses-là. Le premier, c'est cette notion d'impact. C'est-à-dire qu'en startup, les personnes qui s'y plaisent et qui arrivent à rentrer à travailler en startup, c'est les personnes qui ont envie de challenger le statu quo, c'est-à-dire qui vont être force de proposition. Très clairement, plus vous allez montrer en entretien que vous avez cette force de proposition en toute humilité, que vous avez l'ambition de participer à quelque chose qui est quelque part plus grand que vous, plus grand que votre métier, votre poste, que vos futures responsabilités, et plus ça va marcher. Mais c'est aussi ce que vous allez trouver, parce que clairement, en startup, vous allez participer à ce que j'appelle moi le 0 à 1. C'est-à-dire que quand vous allez arriver, potentiellement, il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire que personne n'aura forcément déjà travaillé sur le projet que vous allez prendre. Et au moment où vous aurez fini votre mission, on sera à 1, c'est-à-dire que ça existera. C'est ça l'impact que vous allez avoir en startup. Et donc, en entretien, l'idée, c'est évidemment de montrer sa curiosité, sa culture générale, à connaître l'univers de la startup et ses compétiteurs, etc., lors de l'entretien. Et c'est pouvoir montrer, finalement, être très orienté objectif. Très lié aussi à la data, aux chiffres et à la tech, mais montrer finalement les objectifs que vous avez réussi à atteindre, le résultat des différentes responsabilités que vous aviez eues, finalement, à quoi qu'est-ce que vous obtenez et à quoi vous arrivez. Donc voilà, ça c'est cette première notion. La deuxième, c'est la notion de l'ambiguïté. Alors c'est un peu bizarre comme ça, mais c'est cette logique effectivement de polyvalence et d'évolution perpétuelle du périmètre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez à rentrer sur un poste qui aura un intitulé avec une fiche de poste, mais en fait tout ça, ça va évoluer très vite. Et votre périmètre, en fait, il va être celui-ci, mais au mois numéro 2, 3, etc., ça va complètement changer. Il faut avoir envie, il faut être capable, il faut savoir que les périmètres vont évoluer, que votre rôle va changer, qu'il y a des personnes qui vont vite être recrutées et que les équipes vont grandir. Et donc, s'adapter en permanence, effectivement, aux responsabilités qui vont de plus en plus être les vôtres. Donc, c'est trouver un espèce d'équilibre dans le déséquilibre potentiellement des processus. Et d'ailleurs, la data souvent est utilisée pour améliorer ces processus, etc. Et ça, on y reviendra. Et donc, beaucoup de test and learn. On va tester quelque chose, on va voir que ça marche, on va avancer. Et donc, on va faire évoluer les choses ou pas. On va tester quelque chose, ça ne marchera pas. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on sait qu'on va aller dans la bonne direction. Et la troisième notion, c'est la notion d'intensité. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. L'univers des startups, c'est un univers où on travaille beaucoup. Oui, alors, pas forcément en termes d'horaire extensif, mais il y a une vraie intensité du travail quand on est là. Il y a un engagement fort. Et c'est ça, en tout cas, si vous avez envie d'être engagé ou quand vous n'êtes pas là, en fait, globalement, peut-être qu'il ne se passera rien, en fait, les jours où vous n'êtes pas là. C'est ça qui est très fort, en fait, quand on est en startup. Et voilà. 3 notions. Et pourquoi la data est au cœur des startups? Parce qu'en fait, la data, elle est partout. C'est-à-dire que la direction générale va s'appuyer sur la data pour prendre des meilleures décisions. En vente, on va, pour mieux comprendre le client, le consommateur, et mieux lui présenter les messages et mieux lui vendre les produits, on va comprendre ce dont il a besoin. Pour le marketing, c'est pareil. Comprendre la psychologie des clients. Sur le produit, également, quel est le marché, où est le marché, comment on adapte notre produit, est-ce qu'on pivote, comment on le fait évoluer. La tech, évidemment, mais les opérations aussi, en interne, les processus, comment l'organisation fonctionne, et puis les ressources humaines également. Évidemment, l'intelligence artificielle au cœur de comment on challenge les processus, la diversité, etc. La data est partout, et pourtant,
et surtout, elle doit, donc ça c'est le slide d'après, elle est au service du business. C'est-à-dire que les data analysts ne vont pas travailler seuls. Alors certes, il va y avoir optimisation, on va vouloir prédire, etc. Mais ça ne remplacera pas l'intelligence et la compétence. C'est-à-dire que c'est un métier où on ne travaillera pas seul. C'est un métier où on va beaucoup travailler avec les business pour répondre à une problématique business. Donc, typiquement, l'intérêt de ce métier-là, ce n'est pas uniquement de créer sur étagère des bons modèles, des bonnes analyses, etc. Mais c'est vraiment les mettre au service d'une vision, d'une mission, d'un objectif business, quel qu'il soit. Et finalement, il ne faut pas se couper, et je pense que c'est ça pour moi hein, le message fort, se couper de l'intelligence et du savoir. Les data analysts vont devoir vraiment comprendre ce qui se passe d'un point de vue business pour proposer une amélioration, une optimisation qui va mener à une meilleure prise de décision opérationnelle et business. Donc ça reste vraiment un métier très pragmatique où tout ce qui va être développé va devoir être exploitable pour avoir un vrai sens et un vrai impact. Donc les entreprises vont chercher, pendant les entretiens, vont aussi tester cette capacité à comprendre ce à quoi vous allez vraiment contribuer, à comprendre l'impact que vous pourrez avoir, l'impact métier business que vous allez avoir grâce à la data. Merci Anne-Sophie merci à vous. Des points effectivement extrêmement importants. Si vous avez des questions ou des remarques particulières, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à vous manifester pour que ce soit aussi interactif que possible. C'est une vraie chance d'avoir une personne comme Anne-Sophie, compte tenu du volume de personnes qu'elle peut le voir, et les vraies demandes très concrètes que peuvent avoir les startups. Donc, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à vous manifester pour échanger. Tu l'as dit, le rôle de data analyst, il est fondamental. C'est vraiment à la croisée des chemins entre une dimension très, très, très business et dans une startup qui doit avant tout être orientée business, comme tu le disais. Mais c'est vrai de façon plus large dans les entreprises, particulièrement vrai dans les startups. Et ce rôle de data analyst, il fait le lien, il fait le pont, si j'osais, entre cette dimension métier et une dimension plus technique. C'est quelqu'un qui est capable, pardon de l'expression, mais de mettre les mains dans le cambouis. Et c'est important aussi dans un univers startup où vous n'avez pas forcément tous les éléments, vous n'avez pas forcément tous les relais. Il ne faut pas hésiter à être une forme de couteau suisse de la data. Et en développant des compétences data, vous allez devenir incontournable, compte tenu de ce qu'évoquait Anne-Sophie tout à l'heure sur le champ d'application de ces thématiques, que ce soit dans une vision conception de produits, conception de services, conception d'offres, ou que ce soit sur l'optimisation. Vous avez ici un slide. Alors, il est peut-être un peu complet en premier abord. Je vais le détailler pas à pas avec vous. Ce qu'il faut retenir quand on parle de data analyst, si le sujet n'est pas complètement clair pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui va mettre en perspective les données, qui va être capable de comprendre le besoin business d'un côté et d'aller collecter ou des données déjà en interne, ou des données sur le marché, ou des données à collecter vis-à-vis des clients pour finalement apporter des éléments de décision business pour le développement de la startup. Et donc, vous le voyez ici dans le carré en bas, donc ce rôle de data analyst qui analyse les données pour les interpréter pour la prise de décision métier. Et le data analyst doit être aussi en mesure ou de porter lui-même ou d'être en lien avec d'autres profils qui sont décrits ici, que je ne détaillerai pas en détail, que ce soit des data architectes, des data engineers, des data scientists ou des data engineers. Le parcours qu'on propose en format bootcamp 3 mois est vraiment pour répondre à cette dimension au couteau suisse. Donc, vous allez tutoyer les différentes dimensions que j'évoque là. Ah bah tiens, on a besoin d'aller vite, on n'a pas forcément toute l'infrastructure SI, on va mettre des choses dans le cloud. Ouais, mais comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les conditions? Anne-Sophie, tu es ma boss, tu me dis tiens, il faudrait aller vite, très bien, mais moi je te conseille, on voudrait plutôt aller sur telle solution de cloud. Ça, c'est des choses auxquelles vous saurez répondre demain. Vous voyez, sur une dimension d'architecture plutôt technique. De la même manière, vous allez maîtriser, au travers de ce parcours, la capacité de rendre les données intelligentes. On parle de data storytelling, de faire parler les données et de les restituer pour le reste de l'équipe. Ça, c'est une chose, mais aussi vis-à-vis des investisseurs. Et je peux vous assurer que vous faites partie du réseau Brega dans la startup que vous avez rejoint. Et bien, naturellement, Brega va dire, OK, où est-ce que vous en êtes en termes de développement, comment ça se passe, etc.
Et donc, plus vous allez être rapide dans la capacité à montrer ce que vous réalisez au niveau de la startup en termes de business development, plus ça va permettre d'engager une discussion avec le fonds qui est extrêmement intéressante et pertinente. Et vous voyez là, au travers de ces deux exemples très simples, presque le grand écart, mais avec beaucoup de souplesse, que peut faire un data analyst dans son quotidien. Donc ça, c'est un élément important. Si je vais effectivement un cran plus loin, c'est vraiment le mélange que j'évoquais tout à l'heure entre des compétences plutôt techniques, hard skills, traitement de données, programmation, utilisation d'outils, une ouverture vers l'intelligence artificielle et tout ce qui est la partie data science, évidemment des éléments un peu plus statistiques, donc ça c'est vraiment la partie compétences techniques, et vous avez toute cette dimension de compétences humaines, je préfère dire compétences humaines plutôt que soft skills, pour vulgariser la donnée, donner du sens et répondre véritablement à un enjeu métier. Et donc vous allez développer en devenant data analyst une vraie maîtrise des bases de données, une capacité à transformer cette donnée, à lui faire raconter une histoire, la maîtrise des outils phares du marché, donc toujours bon en termes d'employabilité, et cette capacité à être impactant et impactante auprès de l'activité. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, c'est effectivement, avec le rappel Anne-Sophie, une compétence très recherchée aujourd'hui sur le marché. Et si vous avez déjà un parcours, déjà des premières expériences sectorielles ou sur d'autres sujets, le fait de rajouter cette composante data analyst, que ce soit vraiment quelque chose de solide et impactant, est un vrai moyen de se différencier. Et dans un entretien avec un fonds, avec une start-up, c'est une manière de dire non, attends, moi je maîtrise vraiment ces sujets-là. C'est pas juste quelque chose que je vois du bout des doigts ou du bout des lèvres. Voilà ce qui nous paraissait important et intéressant à dire en miroir par rapport à ce que vous avez évoqué, Anne-Sophie. On a quelques chiffres et je terminerai là-dessus avant peut-être d'ouvrir un peu la discussion. Data analyst, data scientist sont les deux métiers les plus recherchés. Ça, c'était en 2020 dans la vision du World Economic Forum. On a une étude plus récente de France Stratégie. Évidemment, 50% des métiers priorité en matière de recrutement, c'est la tech. Anne-Sophie regarde des très bonnes illustrations par rapport à ce qui est évoqué. Et vous avez là, aux alentours de 50 000 euros, le salaire moyen, bien moyen, il peut y avoir plus, voire même le salaire moyen que peut obtenir un data analyst. Ça peut parfois s'envoler suivant le business model de la startup et le côté stratégique que représente la data dans le développement de l'activité. Donc, un métier très demandé, enfin, une activité très demandée dans un secteur extrêmement porteur et franchement hyper sympa avec les métiers de startup, et en plus des niveaux de rémunération qui sont intéressants et encore une fois qui peuvent s'envoler au-delà des 50 000 suivant le projet. Voilà, je ne sais pas si Anne-Sophie, par rapport à ça, tu aurais envie de rajouter quelque chose. C'est peut-être l'occasion aussi de voir si on a quelques questions dans la salle virtuelle. Écoute, non, je n'ai pas particulièrement de choses à ajouter. Je pense que c'est super complet. Alors, est-ce qu'on a quelques questions ou quelques réactions à ce stade-là? Personne qui voudrait se manifester, n'hésitez pas ou dans le chat ou à prendre votre courage à deux mains. C'est l'occasion aussi vis-à-vis d'Anne-Sophie de vous manifester. Donc, n'hésitez pas. Je sais que c'est toujours la première question qui est un peu compliquée, mais après ça lance le débat. Alors, en attendant les premières questions, moi j'ai une question pour Anne-Sophie. Un process de recrutement dans une start-up, ça se passe comment? Ouais. Alors en général, il va y avoir 3-4 étapes qui vont être centrales. Il y aura toujours un premier échange, on va dire RH. Donc c'est un premier, ce qu'on appelle un screening call, c'est-à-dire une visio en général maintenant, où là on va échanger de vos objectifs de carrière, de ce que vous avez envie de réaliser dans vos prochaines expériences, donc toutes vos motivations et un peu le point sur vos compétences, mais d'un point de vue très high level, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier entretien. Le deuxième entretien, ce sera un entretien avec le futur manager, qui là sera un entretien plus profond, plus détaillé sur ce que vous avez appris lors de vos formations, appris lors de vos expériences,
comme je le disais tout à l'heure, les résultats que vous aviez obtenus, ce que vous avez vraiment réalisé au-delà des responsabilités, c'est vos objectifs, ce que vous avez atteints. Il y aura toujours, surtout sur ces fonctions-là, ensuite en troisième étape, une étude de cas ou un test technique pour vraiment aller tester les compétences techniques qui sont recherchées. Et puis le quatrième entretien, ce sera ce qu'on appelle maintenant le culture interview, où là, vous échangerez probablement avec un futur collègue ou une future collègue d'un autre département pour comprendre quelle est la culture et voir si vous vous y sentirez bien et si la startup pense qu'il y aura un bon match. Voilà, 4 étapes. En général, il y a de plus en plus maintenant, c'est assez fréquent, une prise de référence, pas vraiment la 5e étape, mais qui se fait entre le moment où une offre vous est faite, on vous demande de donner 2-3 contacts qu'on peut contacter pour une prise de référence. Voilà. Et l'étude de cas, pour moi, elle est centrale parce qu'elle permet à vous de vous dire ok, super, je vais m'amuser sur ce genre d'exercice, parce que globalement, on va vous soumettre une étude de cas qui ressemble à ce que vous ferez. Donc, c'est à la fois pour vous une manière de vous projeter, et évidemment pour l'entreprise de dire, bon, bah super, ça correspond à ce que la personne fera quand elle nous rejoindra. J'ai une question, Sophie, pour toi, d'Amine, qui dit c'est un métier relativement récent. Quel est le background initial des candidats ou candidates qui viennent à recruter sur ces jobs-là? Oui, c'est vrai. En général, ce sont des personnes qui... Il y a vraiment 2 types de profils. Soit des personnes qui ont fait des études d'ingénieur, alors soit ingénieur en école, soit en université, mathématiques, enfin voilà. Donc c'est ce type de parcours-là. Soit des formations tout à fait comme Le Pont ou d'autres, des bootcamps de 3 à 6 mois. Voilà. On a vraiment les deux aujourd'hui parmi les candidates et les candidats qu'on rencontre et qu'on recrute. Du coup, et ce que je propose, c'est pour rendre ça encore plus vivant, hein, c'est mon côté un peu vieux de la histoire. Delali, tu avais une question et tu peux peut-être la poser directement en activant ton micro. Et comme ça, pour permettre à Anne-Sophie et moi, je me permettrai de répondre à la question. Je peux prendre la parole et sinon, je pose la question pour toi. Delali. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Vas-y. Oui. En fait, ma question, c'était de savoir si on n'a pas eu un bac scientifique par le passé, parce que moi, ça fait déjà une 20aine d'années que j'ai eu mon bac. C'était un bac littéraire, mais ce métier m'intéresse vraiment. Et je voulais savoir si on peut quand même faire cette formation-là, si c'est possible de tenir, si on n'a pas un profil scientifique. Alors, c'est une bonne question, mais merci. En fait, oui, c'est possible. Maintenant, en termes de prérequis, sur le bootcamp, donc de 3 mois, tel que nous, on le délivre, on attend un niveau bac. Maintenant, il faut une appétence quand même pour raisonnement logique, les mathématiques. Il faut une appétence pour ça. Et ce qui va être important, c'est tout ce que tu as pu faire avant. Et comment combiner les deux, là je vais tourner vers Anne-Sophie juste après, c'est de dire, ok, tu as 20 ans d'expérience, dans ces 20 ans, qu'est-ce que tu peux mettre en avant pour apporter un éclairage, une expérience, une seniorité couplée à cette partie data analysis. Et si, chemin faisant, parce qu'il y a des sujets de programmation, etc., il y a besoin de renfort, on peut l'imaginer. Maintenant, il faut aussi vraiment t'accrocher parce que le bootcamp, et je détaille la partie part-time pour répondre à la question un peu plus haut de Chloé, mais c'est du 400 heures, c'est du bootcamp, c'est 3 mois, c'est quand même très important. Moi, j'aurais tendance à dire, et Anne-Sophie, corrige-moi si je me trompe, dans ces cas-là, il faut vraiment arriver à raconter l'histoire de j'ai 20 ans d'expérience. Nous, on avait une femme comme ça qui avait été commerciale dans l'aéronautique et qui, en se formant sur la partie data analyse, a pu mettre en avant sa connaissance du secteur aéronautique, ses compétences commerciales et la dimension data pour une start-up qui était orientée dans la vente de prestations dans le secteur. Je ne sais pas, Sophie, comment tu veux réagir Si. Pas de évangélisme non plus, hein, mais... Non, exactement. En fait, je pense que ça...
Comme toute entre guillemets réorientation, réflexion sur son parcours et son étape d'après, je pense que le travail à faire là, c'est effectivement de réfléchir à toutes les compétences transverses que tu as développées et que tu as mises en pratique jusqu'ici, et à se dire ok, comment je peux les réutiliser dans mon métier d'après, et du coup de pouvoir raconter effectivement cette histoire au recruteur, à la personne que tu rencontreras, pour que lui ou elle comprenne effectivement comment ça peut être utile pour le métier d'après. Et typiquement, une start-up ou une entreprise, mais qui aurait besoin de comprendre ses processus de vente, d'optimiser tout son parcours client, etc. Typiquement, une expérience opérationnelle de commercial va être un éclairage incroyable pour pouvoir faire le lien entre la data et comment j'extrais et je donne du sens, et comment je peux avoir un impact après sur les processus opérationnels de son entreprise. Et je vais prendre un autre exemple très concret. Pardon, oui. Pardon, non, vas-y. Je vais prendre un autre exemple très concret de Marie-Carline, une des femmes qui a suivi notre parcours, qui était journaliste auparavant et qui aujourd'hui est dans une start-up spécialisée dans la data et tout ce qui tourne autour de Salesforce, qui est une solution que vous connaissez peut-être, qui est une grande solution de gestion de la relation client notamment. Et en fait, ce qui a plu dans la start-up en question, c'est le côté, la capacité de Marie-Carline, qui avait une vraie expérience, qui avait 12 ou 13 ans d'expérience de mémoire, de raconter des histoires. Quand on parle de data storytelling, c'est d'une donnée un peu brute, etc. On ne sait pas trop quoi en faire. Comment est-ce que je raconte une histoire pour valoriser cette donnée-là? Et elle a réussi à se vendre auprès de la start-up justement sur cette dimension, en disant, ben voilà, moi j'ai aussi cette capacité-là, et c'est vrai que ça a été perçu de façon très positive. Alors, il y a une question de Chloé sur est-ce qu'on peut présenter la partie part-time. Donc effectivement, on a deux formules. On a une formule sur 3 mois, 400 heures, bootcamp, vraiment intensif. Et on a une formule pour les personnes qui seraient en poste, qui est effectivement en part-time, qui s'étale sur 6 mois et qui est en format cours du soir le mardi et jeudi, et un samedi sur 2, et qui vous permet de parcourir l'ensemble du cursus tout en étant en activité. Donc, je pense que c'était ça la question de Chloé. Alors Chloé, il y a une autre question. Je voudrais m'assurer que le métier pourrait me plaire. Voilà. Et tu veux poser la question directement, sous réserve que tu la poses de façon courte, pour permettre aux autres aussi. Donc tu disais de prendre un stage. Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à Anne-Sophie, c'est ça? Oui. Oui, alors je viens de voir la question. Ah, non, j'ai un bruit de fond ici. D'accord. Ok. Donc c'est pas forcément une demande formelle. Est-ce que tu vas y avoir un stage d'observation Pôle Emploi? En fait, sur je vais prendre l'exemple de Samira, qui travaille aujourd'hui dans une start-up qui s'appelle Microdon. Ce qui s'est passé là, alors ça ne va pas répondre directement à ta question Pôle Emploi sur le sujet, mais c'est une manière de l'illustrer. Samira a passé une semaine d'immersion dans la start-up. Elle avait passé les 2-3 entretiens, les 4 qu'Anne-Sophie a mentionnés, et ensuite elle a passé une semaine pour rencontrer les différentes personnes, faire une sorte un peu de rapport d'étonnement, et ça a permis à la start-up de tester un peu plus Samira, et à Samira de se dire, tiens, est-ce que je suis vraiment fait pour cet univers-là? Donc il y a, je trouve, et là c'est mon point de vue, et je serais curieux d'avoir ton point de vue, Anne-Sophie, naturellement, du côté des startups, beaucoup plus d'agilité dans les modèles que ceux qu'on va trouver éventuellement dans les grands groupes. Le financement Pôle Emploi, là, en l'occurrence, les formations dont on parle aujourd'hui, sont finançables avec votre CPF ou avec Pôle Emploi. C'est une manière aussi de rendre évidemment le coût inexistant pour la start-up. Je ne sais pas ce que toi tu vois, Anne-Sophie, comme modèle d'intégration, de pré-intégration. Ouais, il peut y avoir plein de formats. La réalité, c'est que les startups sont... il n'y a pas toujours une équipe RH qui comprend la différence entre les contrats, les différentes options, etc. Mais la réalité, c'est que c'est très flexible et que, en général, la startup trouve le bon format et s'adapte au format. Donc, oui, je pense que ce serait pas du tout un souci en startup.
Dans ces cas-là, peut-être, mon conseil, c'est effectivement de regarder les annonces de stage qui tournent potentiellement et d'y répondre en précisant, en expliquant peut-être un peu le mode de fonctionnement du stage d'observation Pôle emploi dans un message associé à la candidature. Mais là, je vois aucune barrière, aucun filtre. Enfin, à mon avis, c'est... Et moi, je recruterais effectivement dans les startups sous ce format-là sans problème. Et après, toujours sur le principe de dire les choses entre nous, je ne vous cache pas que moi, la réaction que j'avais eue avec Samira quand on avait parlé, c'était de dire, écoute, ok, mais borne bien, l'idée étant qu'elle ne fasse pas, entre guillemets, du travail sans vraie opportunité derrière, et qui peut être aussi un peu, Anne-Sophie, la tentation dans certains cas, parce qu'on veut aller vite, on normalise pas grand-chose, et voilà. Donc il faut juste que c'est un rapport de confiance aussi, hein, s'engager dans une startup, il y a vraiment aussi ce côté-là. Là, dans l'exemple de Samira, je trouvais que le deal était assez intéressant. Une semaine de son temps, on échange aussi d'une bonne compréhension et d'une capacité à dire voilà ce que je peux vous apporter. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Du coup, Chloé, j'ai répondu à ta question là sur la partie part-time. On a répondu aussi à la question sur le stage d'observation. Moi, j'aurais une question, Anne-Sophie, un peu tarte à la crème, là, mais est-ce qu'il y a une chose qui t'agace au plus haut point, qui revient de façon récurrente, et un candidat ou une candidate qui dit « Ah non, mais faites pas ça, quoi. Non, c'est pas possible ». Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui remonte ou... Ouais. En fait, il y en a plusieurs. Mais tu m'as dit un. Non, il y en a clairement un en haut de la liste. Et ça arrive vraiment trop souvent. Et vous allez dire tous et toutes, mais c'est pas possible. Eh ben si. Je rencontre beaucoup de personnes qui ne se sont pas renseignées ni sur Brega, ni sur la start-up du portefeuille, et qui pourtant ont répondu à une annonce. Et donc, quand on échange, malheureusement, l'entretien est moins riche, mais vraiment moins riche. Et c'est pas une démonstration de sa motivation que de pas regarder. Alors, c'est vrai que le marché est dynamique, il y a plein d'offres, etc. Mais je pense que moi, c'est vraiment ça qui m'agace au plus haut point. C'est-à-dire qu'on se parle avec la personne. Moi, j'ai regardé le CV, j'ai regardé, tous les éléments que la personne m'a envoyés, je les ai analysés, et la personne se présente et échange avec moi sans avoir regardé ni qui j'étais, ni qui était Brega, ni qui était la start-up, et du coup, l'entretien est super pauvre parce qu'on ne peut pas rebondir, il n'y a pas de questions, Et ça, je trouve que c'est pas vraiment une preuve de respect et d'intérêt et de motivation pour le Ouais. poste. Ça paraît un peu basique, hein, mais... Ouais, mais c'est la réalité de ce que tu vois. Ouais, c'est vraiment la réalité de ce que je vois. Et après, en bonus, je pense, le deuxième point, qui est pas évident, c'est vrai que je pense pour beaucoup de personnes, c'est pas évident de parler de soi, et donc en entretien, c'est toujours un rapport de force en plus un peu particulier, donc c'est pas, on n'est pas forcément très à l'aise. Mais ce qui revient souvent, c'est de raconter son expérience, ses missions, mais de manière un peu superficielle, c'est-à-dire sans soit que ce soit incarné, sans montrer la réalité de ce que c'était et la réalité de ce qu'on a laissé. Pour le coup, c'était une déformation de start-up, mais nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse toutes les startups du portefeuille, c'est pas de savoir que vous étiez responsable d'eux, c'est de savoir, parce que j'étais responsable d'eux, quand je suis partie ou à la fin de l'année de la mission, j'ai réussi à obtenir, je sais pas, j'ai mis en place ça, j'ai obtenu tant de clients, j'ai développé tel pays. En fait, c'est ça qui est résultat est très concret dans ce qui a été réalisé. Ouais, exactement. C'est le côté impact que tu évoquais tout à l'heure. Exactement. Qui du coup est probablement un bon message par rapport à la question qu'on avait tout à l'heure de la part de Delali sur finalement dans les 20 ans de ce que tu as vécu jusque-là, quel a été l'impact que tu as pu avoir et ciblé sur J'aime bien ta remarque, Anne-Sophie, là, sur la question de ne pas hésiter à parler de soi. Si je reprends l'exemple de Samira tout à l'heure, qui travaille aujourd'hui dans une start-up, en fait, elle avait caché complètement, c'est très paradoxal, qu'elle avait
eu sa propre aventure entrepreneuriale et qu'elle avait monté une boîte de confection de bijoux. Et en fait, elle avait complètement occulté parce qu'elle considérait que c'était plutôt du domaine personnel et que c'était pas dans le domaine professionnel. Et elle sous-évaluait le fait d'avoir monté ça. Alors, elle n'a pas monté non plus, pour le coup, une licorne ou une boîte de dingue, etc. Mais à son échelle, elle a été confrontée à ce que tu disais tout à l'heure. Je pars de 0, je vais à 1. Il faut que je trouve des fournisseurs, il faut que je design les produits. Et elle avait touché à toutes les différentes dimensions. Et donc, ne pas hésiter à aller chercher dans votre expérience aussi des choses qui démontrent votre capacité à entraîner. Ça peut être un investissement dans un club sportif, ça peut être une association, etc. Mais à valoriser cette dimension. Ouais, c'est clair. Il y a Karim qui lève la main. Alors, toujours même principe, question courte. Oui, bonjour. Bonjour Karim. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier parce que pour le deuxième conseil, pour moi, ça sera un surplus. Ce sera, pardon? Un surplus par rapport à ma présentation durant l'entretien. D'accord. Donc toi aussi, tu as monté ta boîte de confection de bijoux, en fait. C'est ça que tu... Non, je pensais plutôt... déjà non, c'est pas ça, mais c'est plutôt le préciser dans les entretiens les missions qu'on a fait et ce que ça nous a apporté, et ainsi de suite. Ouais, est-ce que ça a créé l'impact, l'objectif, le résultat obtenu? Ouais. De mon côté, je précisais juste les trucs, ce que je faisais et je passais à la suite assez rapidement. Donc non, ma question c'était plus pour la formation. Quand vous je sais pas si vous l'avez, j'ai pas trop suivi, mais je pense pas que vous l'ayez dit justement. Mais pour la formation, est-ce que vous recrutez après que la personne ait déjà relié je me rectifie. Pour l'expliquer plus facilement, est-ce que vous recrutez des personnes qui sont déjà sûres d'avoir qui vont être sûres d'avoir une expérience professionnelle dans l'une des startups qui sont liées à Le Pont? Non, en fait, il y a deux situations. Il y a tu souhaites te former parce que tu as envie effectivement de travailler dans cet univers-là, de start-up, etc. Et comme on l'a dit aujourd'hui, se former en data analyst est une manière, même si on veut pas être data analyst, que tu veux faire du commerce, du marketing, de la finance, etc. Le fait d'être vraiment très très solide sur ces compétences-là est essentiel. Donc tu te dis tiens, moi je veux me former, j'y vais et je verrai ensuite dans quelle start-up je peux rentrer. Ça c'est un premier cas de figure. Et pour répondre à la question de Tatiana, oui, c'est effectivement ça peut être en partenariat avec Pôle emploi. Donc, on a des programmes qui sont 100% financés, partiellement financés par Pôle emploi. C'est évidemment éligible au CPF, ton personnel de formation, ou ça peut être finançable par ton argent propre ou par un prêt bancaire. Donc, ça, c'est tu t'engages dans cette voie-là. Il y a une deuxième démarche qui est de se dire moi, j'ai déjà identifié une startup qui est prête à me recruter. Et par contre, elle serait vraiment intéressée et encore plus intéressée si je suivais cette formation, que ce soit en format bootcamp 3 mois ou en part-time chez Sony. Donc, il peut y avoir les deux cas de figure, et dans les deux cas de figure, il peut y avoir des logiques de financement personnel ou public qui peuvent s'appliquer. Maintenant, dans le cas particulier des startups, moi si je me trompe Anne-Sophie, mais j'en connais pas beaucoup qui se projettent et qui se disent tiens, en fait, Karim, tu sais quoi, je vais te recruter dans 4 mois ou dans 6 mois. L'horizon de temps pour une startup de 4 ou 6 mois est beaucoup, beaucoup trop long. Et donc, d'où l'intérêt si c'est l'orientation que tu souhaites avoir, de te former maintenant pour dire attendez, j'ai déjà ça dans la besace. Autant sur une grande entreprise, sans mesure d'attente, autant sur une startup, c'est juste orthographique. Enfin, tu vois, ça percute le modèle en disant mais attends, moi j'ai besoin de développer tout de suite et de faire du chiffre d'affaires. Ouais. Oui, il y a une logique d'immédiateté qui est plus forte quelque part en start-up, même si quand une start-up recrute un stagiaire, elle se projette quand même quasiment à chaque fois sur comment on peut recruter cette personne si tout s'est bien passé pendant le stage après. Il y a quand même vraiment l'utilisation du stage comme un tremplin pour le CDI ou le CDD en fonction après. Ouais. Ça, c'est... T'as répondu à la question, Karim ? Oui.
Mais j'aurais une autre question, c'est par rapport au CV, vu que tout à l'heure, vous nous avez dit, durant l'entretien, de préciser ce qu'on a reçu de nos missions. Est-ce que sur le CV, il faudra aussi mettre les missions personnelles comme la création d'une entreprise de bijoux? Bah oui. Tout ce qui, l'impact, la capacité entrepreneuriale, le côté, pardon d'être aussi direct, mais démerdard aussi dans l'histoire, ce qui était le point très juste de Sophie Peter, c'est le 0 à 1. Sophie a bien rappelé que vous allez être dans des situations où il n'y a rien. Tout ce qui démontre cette capacité à partir de rien, passer une première étape, une deuxième étape, une troisième étape, et vous pouvez l'illustrer concrètement à fond, quoi. Ouais. Typiquement, pour illustrer, récemment, je rencontrais un candidat pour rejoindre un univers startup sur une fonction en création, etc. C'était pour rejoindre Brega d'ailleurs. Et donc, nous, on investit quand même dans des startups qui n'ont rien prouvé, qui sont au démarrage, etc. Et cette personne, pendant l'entretien, me dit « Ah oui, c'est vrai que je suis aussi agent joueur de sport et je vais dans les clubs identifier des jeunes que j'accompagne, que j'aide à devenir professionnels, etc. » Hyper intéressant d'avoir mentionné ça. Parce que clairement, il a connecté quelque chose d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que nous, on investit dans des startups, on va chercher des startups qui n'ont pas encore levé d'argent pour investir dans leur projet. Lui, à titre perso, mais presque semi-pro, il va identifier des joueurs pour les aider, etc. Donc clairement, c'était super intéressant d'avoir mentionné ça pendant l'entretien. Alors qu'à la base, il n'y a pas forcément de rapport, mais il y a un impact qui était super intéressant. D'accord, merci à vous. Bah, merci. On a une question de Sheira sur quel est le niveau de certification. Aujourd'hui, le parcours data analyst qu'on propose est à la fois certifiant le pont, certifiant de l'université de Berkeley, en l'occurrence de l'Institute for Business Innovation de Berkeley, qui est un élément supplémentaire et qui favorise effectivement l'employabilité. Et on croise les doigts, et croisez les doigts pour nous si vous voulez bien, et pour les apprenantes et les apprenants, on devrait avoir un retour au deuxième trimestre pour que ça soit, qu'il y ait un titre qu'on appelle RNCP, donc qui donne une équivalence Bac plus 5, Bac plus 4 et Bac plus 5 de ce titre-là. Donc, on coche les cases, Shaira, de ces différents éléments de certification. Alors, il y a Chloé. Alors, je vais lire la question de... Pardon, Shaira, parce que du coup, j'ai lu ta question, mais je vais lire la question de Chloé compte tenu du bruit qu'il y avait derrière. On sait que ce métier est porteur et demandé. On sait que les startups sont très demandeuses en temps de travail, en rapidité pour grandir très vite. Est-ce que ça vous semble possible, acceptable, si une personne qui déclare devoir data analyst, mais à mi-temps? En fait, déjà, un mi-temps dans une startup, j'aurais tendance à dire why not, mais c'est un peu atypique. Mais tout dépend de l'expertise qui est apportée et du stade de développement de la startup. Moi, j'aurais tendance à répondre à ça, Sophie, non? Ouais, en fait, en réfléchissant, parce que j'ai pas eu on a peu le cas de mi-temps. En revanche, et c'est presque la même chose, c'est jouer avec les mots, mais on a beaucoup le cas de freelance, entre guillemets, ou des personnes qui se mettent à leur compte ou qui facturent, etc. Et du coup, je me dis que le modèle, c'est peut-être ça, de proposer d'être en ce qu'on appelle part-time, donc c'est pas forcément un mi-temps, mais d'intervenir comme un externe. Et du coup, d'où l'intérêt d'identifier un sujet, l'impact que ça va donner, et ça peut être une manière de lancer la dynamique sur le... Ah bah oui, alors, si tu es déjà freelance... Et alors Bah ouais. Si tu es déjà freelance, carrément. Je pense que ça fait vachement sens. Et on a plusieurs personnes donc sur les promos, les formations de livres sur Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, bientôt Toulouse. On a dans chacune des promos au moins 2, 3, 4 personnes qui sont du coup intéressées par développer un modèle de freelance. Donc on est aussi en train de les mettre en réseau pour justement apporter encore plus de valeur dans la démarche. Donc Chloé, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on pourra en reparler. On n'est pas loin de l'heure qu'on s'était proposé d'avoir là avec vous. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions à prendre?
Et pendant ce temps, peut-être mettre le dernier slide, si bien Geoffroy, là, sur, si vous voulez plus d'informations. Donc, vous pouvez contacter Leïla, et vous avez ses coordonnées et son portable. Vous pouvez flash-coder, comme on dit, le petit picto qui est là pour voir sur le site, récupérer les autres éléments si vous êtes intéressé. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ou 2 questions à venir? Ou est-ce qu'on a été très clair? Alors, Chloé nous remercie. Voilà. Est-il possible d'avoir le programme de la formation? Oui, Delali, en fait, je propose de connecter à la page dataanalyst.education et tu pourras effectivement télécharger le formulaire sans aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vraiment chaleureusement remercier Anne-Sophie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez rare d'avoir pendant 3 quarts d'heure comme ça un talent manager d'un fonds comme Brega. C'est très précieux. Il y a des conseils très précis et très opérationnels. C'est une superbe aventure qui peut se dessiner devant vous. Je peux que vous inviter à faire ça et vraiment, je voudrais remercier de vive voix et avec les mains. Merci Anne-Sophie pour ce témoignage-là et pour votre participation. Anne-Sophie, je vais te laisser, c'est toi qui avais ouvert, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as un message ou un mot à dire aux personnes qui participaient là avant qu'on conclue. Alors, on ne t'entend pas, Anne-Sophie, il manque ton micro. Après 2 ans de télétravail, ça m'arrive encore. Merci à tous, merci Eric, merci pour la proposition et l'invitation. J'étais ravie de partager tout ça avec vous. Mes contacts sont dans la présentation, donc n'hésitez pas à me joindre également sur LinkedIn, c'est pratique aussi. Ravie de pouvoir continuer d'échanger avec vous par ailleurs. Et le mot de la fin, je pense que c'est quand même l'enthousiasme. Je pense que quand même, lors des entretiens, il y a beaucoup d'objectifs et on essaye toujours d'être le plus objectif possible quand on recrute, mais il y a quand même toujours des choses qui se passent pendant les entretiens et c'est souvent véhiculé par de l'enthousiasme. Donc, soyez convaincus. Soyez convaincus que vous allez aimer faire ce que vous dites que vous allez faire et c'est la meilleure manière de le transmettre. Donc voilà, amusez-vous. Eh ben, génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.